J'ai une petite question plutôt destinée à Boris Cyrulnik sur la partie éthologie animale. Il me semble que les chimpanzés, non pas les bonobos, qui serait la version hippie ou peace and love, mais les chimpanzés pratiqueraient également la guerre. C'est-à-dire qu'ils rassembleraient des pierres avec une prévision d'un usage ultérieur, et ensuite se rassembleraient et mèneraient des expéditions. Alors, peut-être que le terme de guerre ne serait pas approprié, mais en tout cas des expéditions punitives ou des conflits ou expéditions guerrières en vue de se battre, voire de tuer donc, des membres de tribus ou de clans adverses. J'avais également lu ou entendu que un autre point commun qu'il y avait entre les chimpanzés et les hommes, c'était que nous étions les seuls animaux à continuer à frapper jusqu'à la mort un individu qui était soumis et qui avait... les autres animaux ne font pas ça. Quand un individu est soumis, ils arrêtent le combat ou l'affrontement, comme vous le disiez, l'agression. Or, le chimpanzé et l'homme continuent à frapper, ou peuvent continuer à frapper jusqu'à la mort de l'adversaire, alors qu'il n'y a plus de nécessité. Donc, je voulais avoir un petit complément ou un petit éclairage à ce sujet. Merci. Merci. Alors, oui, vous avez... Les chimpanzés, effectivement, ou les entelles, ou beaucoup de primates non humains, pas tous, mais les chimpanzés particulièrement, se groupent et peuvent effectivement se bagarrer contre un groupe voisin. Est-ce qu'on peut appeler ça guerre? C'est-à-dire qu'ils se bagarrent pour défendre un territoire. C'est leur territoire, c'est là où il y a leur nourriture, leur eau, leur repère pour se déplacer. Et donc, on pourrait presque dire que c'est une guerre de raison. Alors que nous, êtres humains, on commet des guerres de déraison. L'exemple typique, c'est Bush qui veut rétablir la paix en Irak, qui déséquilibre complètement le Proche-Orient. Mais il y a d'autres exemples comme ça. Hein. Je pense que la guerre de 14-18 a été déclenchée. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. C'est-à-dire que nous, on commet des guerres de déraison parce qu'on se soumet sans empathie, alors que à un récit, à une représentation, alors que les singes, les chimpanzés, se groupent, ont un sentiment de familiarité qui est sécurisante. Si je connais mon voisin, il y a des rituels, on s'est élevé ensemble, on respecte les rituels. Arrive un chimpanzé d'un autre groupe, il ne connaît pas les rituels, il ne connaît pas les mêmes rituels, il ne crie pas de la même manière, les cris sont déjà codés pour désigner des choses différentes, donc c'est un langage, c'est pas la parole, mais c'est déjà un langage. Et donc nous, chimpanzés, on vit dans un groupe familier et on voit un autre groupe familier qui vient nous piquer nos fruits, notre territoire, les feuilles où on fait un nid. Et à ce moment-là, comme vous l'avez dit, on voit en effet que les chimpanzés se groupent pour attaquer ce groupe d'étrangers. Mais est-ce qu'on peut parler de guerre? On peut parler de vol, oui. Eux, dans un monde de chimpanzés, ils ne veulent pas détruire l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur de poil. Or, nous, êtres humains, on l'a fait, ça. On le fait encore. Alors que les chimpanzés se groupent pour attaquer ces voleurs d'un autre groupe qui viennent voler leur nourriture, leur eau et leur territoire. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça guerre? Comme Jacques Semelin l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une représentation, une préparation, qu'on utilise, qu'on fabrique des armes qui permettent de tuer l'autre et qu'on fabrique des récits qui légitiment la mort de l'autre. Alors là, ça, les chimpanzés ne le font pas. Donc je pense que ce que vous dites, j'en témoigne, c'est vrai, mais c'est plus de l'ordre de la bagarre entre bandes que de la guerre. C'est une bande s'acquiert un morceau de son territoire et il se bagarre avec un autre qui vient de prendre le même territoire. Notre gauche. Bonsoir, à votre droite. Soyez rapide. Oui, je suis rapide. À 18 ans, j'étais pacifiste et en pleine guerre de Vietnam, j'ai demandé le statut d'objecteur de conscience. Dans les décennies qui ont suivi, ma conviction a changé. Et notamment, c'est l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis dit que Gandhi aurait peut-être pas fait le poids contre Hitler. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a des circonstances historiques où la guerre, sans être juste, on va dire, est-ce que la guerre peut être nécessaire? Et dans ces cas, si c'est possible, est-ce qu'un soldat
peut mener une guerre sans haine, sans déshumaniser l'autre? Et est-ce qu'il y a des exemples historiques de cela? Voilà, merci. Jacques Semelin, vous avez été à l'initiative du mouvement pour une alternative non violente il y a longtemps, et vous en êtes revenu. Je ne suis pas... non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Disons que j'ai voulu tester mes convictions non violentes sur le terrain le plus défavorable, à savoir celui du nazisme. Donc je crois qu'effectivement, je suis particulièrement approprié pour vous répondre. Ça a été ma thèse d'histoire, puisque après avoir été psychologue, je me suis réincarné en historien. Mais tout va bien, hein, ça va. Et puis même politologue, donc finalement voilà, je suis trois, mais voilà, toujours autour des mêmes questions, hein, c'est-à-dire comment l'homme peut basculer dans la violence, mais aussi comment il peut résister. Alors ma thèse, c'est pour faire de la pub, mais c'est un livre qui s'appelle Sans armes face à Hitler. Hein, j'ai exactement testé ce que vous dites là. Et donc, mon sujet, c'était pas de dire Gandhi, est-ce que ça aurait marché dans le nazisme? Non, c'était de voir comment des hommes, des femmes ont pu tenir tête sans armes dans l'Europe nazie. Et parfois, ça a donné des résultats pas du tout négligeables. Que vous pensiez d'ailleurs à la France, on en a parlé pour la survie des Juifs, mais aussi aux Pays-Bas. L'ordre de médecins en France ne s'est pas illustré de façon très spectaculaire. D'ailleurs, l'ordre des médecins a été créé sous Vichy, mais aux Pays-Bas, on le sait trop peu, les médecins ont résisté à la nazification de la médecine. Et ils ont gagné. Bon, je vais prendre des exemples comme ça, je pourrais vous en citer beaucoup. Maintenant, il est évident que même pour ce qui concerne la survie des Juifs, vous voyez, les Français israélites ont été très peu déportés en France. Malheureusement, 10% ont été pris. Mais à partir du moment où les nazis avaient vraiment pris la direction de Vichy, surtout fin 43, début 44, ils étaient très très en danger. Et donc, heureusement que le débarquement allié a eu lieu. Sinon, les taux de la Shoah auraient été bien plus élevés en France. Vous voyez, donc j'ai une approche pragmatique de cette affaire. Mais elle est aussi réaliste, parce qu'on croit que les peuples sont déterminés, sont acculés à la violence, à la lutte armée. Et on a parfois des surprises stratégiques, dirais-je. Vous pensez par exemple à la chute du mur de Berlin. Qui avait pensé à la chute du mur de Berlin? Reprenez les discours de l'époque, des années 1980. On était au bord d'une nouvelle guerre nucléaire. Il fallait surtout pas toucher à ce mur parce que les soviétiques ont réagi, etc. En réalité, il s'est passé quelque chose qu'on n'attendait pas du tout, à savoir la mobilisation des Allemands de l'Est. Regardez l'Algérie aujourd'hui. L'Algérie qui a connu des massacres terribles de la guerre civile, près de 200 000 morts. Est-ce qu'on pouvait imaginer aujourd'hui qu'ils aient la capacité de faire preuve de cette maturité politique, cette nouvelle génération de jeunes qui descendent dans la rue? Personne ne l'a prévu. Donc heureusement, les peuples nous réservent des surprises. Et pourvu que ça continue du côté de l'Algérie, parce qu'on espère tous une évolution positive. Donc mon problème, si vous voulez, ce n'est pas d'avoir des positions idéologiques. Mon problème, en tant que chercheur aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'homme, dans certaines circonstances, peut basculer dans la cruauté, dans la violence de masse, dans les violences extrêmes, mais comment, parfois, il s'est fait preuve de dignité. L'homme est beau quand il s'est fait preuve de dignité, que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs, et qu'il trouve l'énergie de se mobiliser pour des valeurs qui lui sont chères, c'est-à-dire quand même la justice. S'agissant de la notion de crime contre l'humanité, vous savez, elle a été inventée par un juriste dont on connaît même très peu l'existence, qui s'appelle Ernst Lauterbach. On parle toujours de Lemkin pour ce qui concerne la notion de génocide. C'est le juriste polonais Raphaël Lemkin qui a proposé et qui a fait accepter par l'ONU en 1948 la notion de génocide.
Mais Lemkin était très amer parce que à la fin du tribunal de Nuremberg, donc du jugement du tribunal de Nuremberg en 1945, il n'avait pas pu se faire reprendre sa notion de crime de génocide par les juristes. Il l'avait cité au début dans le chef d'accusation, mais c'est la notion de crime contre l'humanité qu'il a gagné, qu'il a emporté. Et ça vient de ce juriste Lauterbach. Et lui a pas du tout la même conception de Lemkin. Lemkin veut défendre des groupes ethniques, nationaux, raciaux, religieux, etc. Lauterbach veut faire en sorte que les individus qui commettent des crimes de guerre soient sanctionnés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre en cause la légitimité des États à faire la guerre, mais c'est la manière dont des individus, des acteurs, des officiers, des soldats peuvent bafouer les droits humains. Donc il y a une volonté derrière cette notion de crime contre l'humanité de codifier la guerre en fonction des massacres qui ont eu lieu dans la Seconde Guerre mondiale. C'est un début, c'est un progrès limité, mais combien essentiel puisque cette notion est reprise maintenant dans le droit international. Est-ce que je vous suis bien, Jacques Semelin? Parce que est-ce que vous n'êtes pas en train de, enfin, j'ai peut-être mal compris, de mêler crime de guerre et crime contre l'humanité, alors que j'y voyais, moi, jusqu'à présent, une distinction fondamentale? Le crime de guerre, bien sûr, n'a pas à être confondu avec le crime contre l'humanité. Mais aujourd'hui, il y a une extension. C'est-à-dire qu'on prend en compte les crimes qui sont commis en dehors de la guerre. Et donc, ça va relever du crime contre l'humanité. Mais la pensée de Lauterbach, au départ, c'est par rapport aux acteurs étatiques. Oui, il est possible que mais je ne suis pas juriste, alors peut-être moi non plus. certains. Mais il se trouve que je suis peut-être influencé par Vladimir Jankélévitch, qui lui aussi a beaucoup réfléchi sur la notion de crime contre l'humanité, où il dit ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure avec mes propres mots, c'est tout simplement exclure. Enfin, si on peut dire que c'est simple, exclure de l'humanité un humain, et donc, puisque ce n'est pas un humain, on peut en faire ce qu'on veut. Et donc, c'est le déni de l'humanité de l'humain qui est visé par le crime contre l'humanité, selon ces textes. Oui, mais alors, je ne pense pas que ce soit la notion qui soit reprise dans la définition juridique. Dans la notion de crime contre l'humanité, mais encore une fois, j'ai trois disciplines. Je ne suis pas juriste, mais je discute souvent avec des juristes, des avocats ou des magistrats. La notion de crime contre l'humanité, aujourd'hui, signifie un crime indiscriminé contre les populations civiles. Donc, ça inclut ce que vous dites. Oui, bonjour. Moi, je voulais vous poser une question d'un tout autre ordre. Boris Cyrulnik parle du récit qui est créé par la société, en fait. Et je me pose la question de savoir si le récit qui nous est proposé dès notre enfance sur notre identité ne va pas ensuite nous mettre en situation de faire la guerre. Je pense en particulier à la définition de la virilité. La virilité, dans les années 30, 40, même 50, obligeait l'homme, le jeune homme, à avoir une certaine attitude en situation de danger. Et je pense aux personnes dont vous parliez tout à l'heure, ces hommes allemands cultivés qui choisissaient quand même de faire la guerre, ne pouvaient pas refuser d'y aller devant les autres hommes, parce qu'ils seraient passés pour des hommes non virils. Et je me dis qu'aujourd'hui, l'éducation et les valeurs ont changé, enfin je l'espère. Et si on devait demander à des jeunes hommes aujourd'hui de faire la guerre et de choisir, je pense qu'ils pourraient être tout aussi virils et refuser de la faire. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, cette dame a posé une question fondamentale, celle des identités, virilité ou féminité. Alors ça, c'est une question passionnante et pas facile. J'ai été médecin au centre médico-social de la Seine avec les ouvriers qui travaillaient 10 heures par jour et avant
il y avait les mines de Brignoles, où les petits garçons descendaient à la mine à 13 ans, sachant qu'un grand nombre d'entre eux mouraient de silicose avant l'âge de 50 ans, ce que j'ai vu. Et les enfants, descendant à la mine, le savaient. C'est-à-dire que cette héroïsation des hommes était une manière de les sacrifier. Et en période de guerre, ça se fait très bien, ça. C'est-à-dire qu'on encourage les hommes, on les galvanise. Le bonheur de la servitude, c'est... Étienne Laboétie, oui. C'est pas le bonheur, enfin, c'est la servitude volontaire. La servitude volontaire. Oui. La servitude volontaire. Il s'étonne, ce gamin, je crois qu'il avait 18 ans quand il a écrit ce petit livre, s'étonne de voir à quel point les hommes marchent côte à côte, marchent à la mort, parce qu'ils obéissent à un ordre. Et que cette héroïsation des hommes est une manière de les sacrifier. Sacrifier les ouvriers en travaillant 15 heures par jour, ce que j'ai pas connu, mais j'ai connu l'époque des 10 heures par jour où j'ai vu les ouvriers rentrer dans un état d'hébétude totale. Ces hommes descendaient dans les containers des chantiers de la Seine, des chantiers navals de la Seine, et ne voyaient le soleil, dans le Var, à Toulon, ils ne voyaient le soleil que 2 mois par an. Ces hommes étaient héroïsés. Dans ce contexte-là, dans un contexte de violence au travail, dans un contexte de violence à l'invasion, dans un contexte de violence au récit totalitaire, la violence est une valeur adaptative. C'est-à-dire que si un homme n'est pas encouragé à la violence, le groupe entier disparaît. Au Proche-Orient, où je vais souvent, les mères, les filles admirent les hommes, les garçons violents, et méprisent un petit garçon qui ne se bagarre pas. Ce que j'ai entendu quand j'étais enfant, les mères disaient à leurs fils, qui refusaient de se battre à l'école ou dans la rue, tu es une femmelette. C'est-à-dire que c'était une valeur adaptative, et la violence était une valeur adaptative. Par bonheur, nous, depuis 2 générations, on n'a pas de guerre à la maison, on a des guerres à l'extérieur. La guerre d'Algérie, puis j'ai fait mon service militaire à Nantes, au RIMA, c'était le 5e RIMA, c'était c'était un bataillon disciplinaire. J'en garde un souvenir moyen. Donc c'était une adaptation de survie, quel que soit le prix payé par les hommes. Quant aux femmes, bien sûr, elles n'étaient pas héroïsées, elles étaient entravées, parce qu'elles devaient se consacrer aux hommes et aux enfants pour une adaptation à la survie, pour un phénomène de survie. Donc tout le monde souffrait, c'est comme ça. Lévi-Strauss, Freud, René Girard, Descola disent bien que c'est par la violence que se constituent les sociétés. Et par le crime, Freud dit même par le crime que se constituent les sociétés. Depuis 2 générations, en Europe, en France, on n'a pas de guerre à la maison. On a des guerres en Algérie. Actuellement, il y a 10 000 soldats français au Mali. Vous remarquerez le silence. On n'en parle pas. Nous, on les voit à l'hôpital de Sainte-Anne à Toulon, c'est un hôpital militaire, on les voit revenir. Ces garçons, ces filles, qui maintenant s'engagent dans l'armée incroyablement, ces filles demandent à aller faire la guerre. Ils ont une formation physique excellente, formation intellectuelle très bonne, et ils sont galvanisés pour défendre la France. Le même processus dans d'autres quartiers. Ils ont une formation physique et ils ont une formation psychologique pour être fanatisés, donc mourir avec plaisir. Votre copain La Boétie. C'est-à-dire que mourir avec plaisir. Ce qui fait que dans notre contexte de paix, de civilisation, de verbalité, de solidarité, d'entraide, de découverte de l'autre, de respect de l'autre, dans notre civilisation, depuis 2 générations, la violence n'est que destruction. Destruction des enfants, destruction du foyer, destruction de la famille, destruction du quartier. Mais c'est parce qu'on est en paix, c'est parce qu'on a réussi
on est à peu près en paix. On a réussi à faire 2 générations, on va dire 40, 50 ans sans guerre. La violence n'est que destruction que si on est capable de fabriquer de la civilisation. Dès qu'on est en danger, parce que le travail devient douloureux, quand il y a eu Tchernobyl, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ont fait les autorités soviétiques? Elles ont envoyé des milliers d'hommes pour jeter des sacs de sable, des sacs de ciment dans la cuve en fission. Les hommes couraient et partaient et jetaient un sac et partaient. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces soldats? La plupart sont morts de cancer. C'est-à-dire que pour que Tchernobyl puisse à peu près être étouffé, on a héroïsé. Je ne suis pas sûr du chiffre, hein, je vais dire des milliers, je crois que c'est 10 000, je ne suis pas sûr du chiffre. On a héroïsé, donc sacrifié 10 000 garçons, parce qu'il y avait ici un contexte de guerre. Donc je pense que pour nous, ici, ce soir, il est nécessaire de travailler à la civilisation. Ce qu'on fait, les femmes étaient entravées, et elles étaient entravés au nom de la féminité, au nom de la maternité, de même que les hommes étaient sacrifiés au nom de la virilité. Et les femmes étaient entravées au nom de la maternité. Et il y avait une phrase qu'ont subi les femmes de générations précédentes, c'est « indolore paries ». Une femme qui ne souffre, je l'ai lu ça, une femme qui ne souffre pas, quand elle met au monde son bébé, son enfant ne pourra pas l'aimer, je l'ai lu. Quand Lamaze, un médecin communiste, donc anticlérical, va en Union soviétique et il voit une femme accoucher en souriant, il rentre bouleversé. Il dit, mais alors c'est donc possible. Donc, indolore paries, c'est du baratin. Et comme il est communiste, il demande à la CGT d'ouvrir la clinique des Bleuets qui met au point la méthode dite sans douleur, d'accouchement dit sans douleur. C'est pas sans douleur, mais enfin c'est un progrès fantastique. Mais c'est pas sans douleur. Mais en tout cas, les femmes maintenant maîtrisent à peu près les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce qui est arrivé à Lamaze? 3 procès qu'il a perdus. Conseil de l'ordre, clergé, association. Sa carrière s'est arrêtée. Quand l'espérance de vie des femmes avant la découverte de Semmelweis, la prophylaxie de l'accouchement, 1862, espérance de vie des femmes, 36 ans. Elle mourait en couche. Semmelweis découvre la prophylaxie de l'accouchement. Qu'est-ce qui lui arrive? Il perd son poste. Il est chassé de Buda, puisque Budapest n'était pas encore associé. Il est chassé de Buda. Il est attrapé, enfermé à l'hôpital psychiatrique et battu à mort. Il en meurt. Parce que c'était impensable, c'était presque blasphématoire qu'il puisse prendre la défense des femmes. Donc je pense que pour nous, où la violence n'est que destruction, profitons-en, mais ça n'est que destruction parce qu'on doit s'appliquer à faire de la civilisation, de la solidarité, de la réflexion. Sinon, comme je le vois au Proche-Orient, aujourd'hui encore, on se fait piéger par la violence et le sacrifice. Merci. Je crois que Jacques Semelin voudrait prolonger un petit peu cette réflexion. C'est juste une remarque, c'est pour percevoir une possibilité de discussion entre nous, en dépit du large consensus. Et quand vous dites que nous sommes en paix, j'en suis pas sûr. Alors, d'abord, nous faisons la guerre, enfin la France fait la guerre, donc au Mali, déjà, c'est une réalité évidente. Et puis quand même, il y a un esprit mauvais qui circule en France, comme quoi les musulmans voudraient attaquer les Français. Donc ces discours de catégorisation, eux, nous, ils ne sont pas simplement dans des cas historiques dont vous parlez, ils sont aujourd'hui en France. Moi, dans mes cours à Sciences Po, je commence toujours par ça, c'est-à-dire que cette catégorisation du eux et du nous, elles sont dans nos têtes. Et nous avons en France des discours de haine.
Donc voilà, c'est juste pour, pas forcément très optimiste, de terminer sur cette considération, mais je pense qu'on pourrait faire un autre débat entre nous sur ce sujet-là. D'autant, je dois rajouter, Boris, que nous étions ensemble dans une rencontre à Munich en novembre, alors je ne sais plus l'année du Bataclan, 2015, voilà, et c'est tombé le jour même où nous parlions, chacun d'entre nous. C'était sur le thème des violences extrêmes. J'avais parlé le matin et Boris Cyrulnik le lendemain, et le monde n'était plus la même. Donc voilà, c'est juste pour... Oui, bien sûr, je pense qu'il est d'accord. Une conflictualité qui persiste, mais nous avons appris hier, ou en tout cas pour ceux d'entre nous qui ne le savions pas, par le général De Villiers, qui était à cette même place avec Ronnie Broman, nous avons appris tout de même qu'il y avait infiniment, statistiquement, moins de morts par les guerres depuis ces dernières décennies. Alors ça c'est évident. Ça, oui, alors du coup c'est un moyen d'être peut-être un peu optimiste à la fin de cette rencontre. Encore que bon, on a montré le côté solidarité, entraide, refus des catégorisations, etc. Donc je pense que vous avez des éléments dans ce sens-là. Mais vous avez un auteur américain, un psychologue américain d'ailleurs, qui s'appelle Steven Pinker. Qui a écrit, le livre est traduit en français, ça s'appelle La part de l'ange en nous, qui, à force de statistiques, montre que la violence, les guerres, les génocides ont diminué depuis 1945. Il a été contesté, bien sûr, qui n'est pas contesté dans notre milieu, mais c'est important de connaître son travail parce que à force de régulation, de médiation, enfin, il expliquerait tout ça mieux que moi. Il, lui, garde une vision positive, optimiste de notre humanité. Alors, il nous reste une toute dernière question. Il n'y en aura pas d'autres après celles qui ont été posées. Je suis désolé, l'heure est arrivée. Mais la question est tellement vaste que je vais demander à Boris Cyrulnik, avec l'art de la concision dont il est capable, j'en suis certain, de dire en 2 minutes ce qu'il pense du transhumanisme et de l'intelligence artificielle. Alors ça, ma réponse est claire. Demandez à Jacques Semelin. Oui, c'est vrai que vous avez ouvert une question colossale et il est vrai, je pense qu'elle excède un petit peu notre projet. Je suis un peu désolé de voir que les orateurs se défilent, mais nous allons l'inscrire à notre prochain programme. Alors, si vous voulez bien, nous allons nous en tenir là. Avant que je procède, si vous voulez bien rester encore en place 3 minutes, au remerciement d'usage, je vous demande d'applaudir nos 2 intervenants qui nous ont vraiment...